Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à la famille royale aux Tuileries en cette année fatidique. Après avoir évoqué leur arrivée dramatique à Paris et leur installation contrainte dans le palais des Tuileries, ainsi que les événements qui ont marqué leur parcours jusqu'à cette demeure devenue symbole de leur captivité, nous allons aujourd'hui explorer un épisode crucial des débuts de la Révolution française, le procès et l'exécution du marquis de Favras en février 1790. Ce drame judiciaire, intimement lié à la couronne et à son entourage, marque un tournant décisif dans l'affaiblissement du pouvoir royal, notamment en ce qui concerne le droit de grâce de Louis XVI. Plus qu'un simple fait divers, l'affaire Favras illustre parfaitement les tensions et contradictions d'une époque où l'ancien régime vacille et où un nouvel ordre politique tente de s'imposer. C'est un épisode qui éclaire les luttes d'influence, les peurs et les manipulations qui entouraient la famille royale, alors en plein cœur de la Révolution. Thomas de Mailly, marquis de Favras, était né en 1745 dans une famille de petite noblesse du Blésois. Il avait fait la guerre avec distinction, servant notamment dans les mousquetaires du roi, et sa femme était fille d'un prince d'Anhalt-Schauenbourg, ce qui lui conférait une certaine aura aristocratique. Depuis le commencement de la Révolution, dont il percevait les dangers pour l'ordre établi, il méditait projet sur projet pour arracher la monarchie au péril dont elle était environnée. Son imagination très vive, nourrie par un sentiment d'urgence face aux événements, s'exaltait outre mesure, et il se croyait naïvement le futur sauveur du trône et de la France. Son plan, élaboré dans le plus grand secret, mais avec une imprudence certaine, consistait à enlever le roi et sa famille, à les conduire à Péronne, ville fortifiée de Picardie, réputée fidèle à la monarchie, et à mettre en arrestation Lafayette et Necker, figures emblématiques du nouveau pouvoir. On prétendit qu'il voulait en outre réunir 12 000 hommes à cheval dans Paris et les faire soutenir par une armée composée de 20 000 Suisses, 20 000 Sardes et 12 000 Allemands, mais cela ne fut nullement prouvé lors de son procès. Ces chiffres, probablement exagérés par ses accusateurs, relevaient plus du fantasme que d'un véritable plan opérationnel. Monsieur de Favras, dans son enthousiasme mal contrôlé, communiqua ses idées à plusieurs personnes de l'entourage de Monsieur, frère du roi, espérant sans doute obtenir un soutien de haut rang. Mais ses interlocuteurs, plus prudents ou plus conscients de la réalité politique du moment, ne prirent pas ces projets au sérieux, les considérant comme les élucubrations d'un esprit exalté. Frustré par ce manque de soutien mais non découragé, il eut alors l'imprudence de fonder des projets avec quelques officiers de la garde nationale, pensant naïvement trouver des alliés au sein même de cette institution née de la Révolution. Mais au lieu de l'accueillir favorablement, ces officiers, soit par conviction révolutionnaire, soit par opportunisme, le dénoncèrent aux autorités. Cette dénonciation fut la pierre angulaire de sa perte. Favras fut immédiatement arrêté, le 24 décembre 1789, et envoyé au Châtelet pour être jugé. L'affaire prit rapidement une dimension politique considérable. Le nom de Monsieur, frère du roi, ayant été impliqué dans la dénonciation, ce prince se rendit sur-le-champ à la Commune de Paris, afin de prévenir, sans perdre un moment, les soupçons qui pouvaient circuler et menacer sa position. Dans un discours habilement composé pour l'occasion, il déclara « Depuis le jour où, dans la seconde assemblée des notables, je me déclarais sur la question fondamentale qui divisait les esprits, je n'ai cessé de croire qu'une grande révolution était prête, que le roi, par ses intentions, ses vertus et son rang suprême, devait en être le chef, puisqu'elle ne pouvait être avantageuse à la nation sans l'être également au monarque. Enfin, que l'autorité royale devait être le rempart de la liberté nationale et la liberté nationale la base de l'autorité royale. » Ce discours, qui tentait habilement de concilier les principes révolutionnaires avec le maintien de l'autorité royale, fut accueilli par des applaudissements universels. Le prince, momentanément blanchi aux yeux de l'opinion publique, fut reconduit par une foule enthousiaste jusqu'au palais du Luxembourg où il logeait. Cet épisode illustre la complexité des jeux politiques de l'époque et la fragilité des positions, même pour les membres de la famille royale.
Pendant ce temps, l'infortuné Favras voyait sa situation s'aggraver de jour en jour. Tout le monde semblait s'acharner contre lui, faisant de son procès un symbole de la lutte entre l'Ancien Régime et les forces révolutionnaires. Pendant toute la durée de la procédure, qui s'étendit sur près de 2 mois, la populace ne cessa de menacer les juges et de crier « À la lanterne !», rappelant sinistrement le sort réservé aux ennemis du peuple. La tension était telle qu'il fallut déployer des troupes nombreuses, avec de l'artillerie, constamment en bataille dans la cour du Châtelet, pour maintenir l'ordre et protéger le tribunal. L'acquittement récent du baron de Besenval et d'autres personnages impliqués dans les affaires du 14 juillet avait exaspéré la foule, qui réclamait maintenant du sang. On prétend même que Lafayette, soucieux de maintenir son autorité sur la garde nationale, aurait déclaré « Si M. de Favras n'est pas condamné, je ne réponds pas de la garde nationale ». Cette pression populaire et politique pesait lourdement sur le procès, menaçant l'indépendance de la justice. La principale charge retenue contre l'accusé fut une lettre de M. de Foucauld, qui lui demandait « Où sont vos troupes? Par quel côté entreront-elles à Paris? Je désirerais y être employé. » Cependant, cette preuve était bien vague, et l'accusation ne parvint pas à produire la moindre trace des cavaliers qui devaient faire le prétendu coup de main, ni aucun indice des armées suisses, allemandes et piémontaises qui étaient censées devoir l'aider. Malgré la faiblesse des preuves, M. de Favras fut condamné à mort le 18 février 1790. Il entendit son arrêt avec un calme remarquable qui impressionna même ses juges. « Je vous plains bien, leur dit-il avec dignité, si le simple témoignage de 2 hommes vous suffit pour condamner un innocent. » Cette réaction stoïque face à l'injustice allait marquer les esprits et contribuer à faire de Favras une figure héroïque pour les royalistes. Le lendemain, 19 février 1790, Favras fut conduit à la potence dressée en place de Grève. Dès que le peuple l'aperçut sur la charrette, la corde au cou, ayant le bourreau derrière lui, ce fut une ivresse générale, une explosion de joie enthousiaste qui témoignait de la haine accumulée contre les symboles de l'Ancien Régime. Il faisait nuit, et pour ajouter à l'aspect macabre de la scène, des lampions furent allumés tout autour de la place de Grève. On en mit jusque sur la potence, transformant l'exécution en un spectacle lugubre. Face à cette foule déchaînée, Favras conserva jusqu'au bout une dignité impressionnante. Ses dernières paroles furent « Citoyens, je meurs innocent, priez Dieu pour moi. » Puis, s'adressant au bourreau avec une courtoisie qui contrastait cruellement avec la situation, il ajouta « Allons, mon ami, fais ton devoir. » La foule répondit à cette noblesse d'âme par des battements de mains ironiques, des rires féroces et des cris répétés de « Saute, marquis !» Cela montrait toute la cruauté dont la populace était capable. L'exécution à peine achevée, plusieurs voix s'élevèrent pour réclamer d'autres victimes, criant « Bi comme si la mort d'un homme n'était qu'un divertissement, appelant une suite. » La frénésie populaire atteignit son paroxysme après la pendaison. Une partie de la foule voulait se jeter sur le cadavre, le mettre en pièces, porter sa tête sanglante au bout d'une pique, reproduisant les scènes macabres qui avaient marqué les débuts de la Révolution. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine et au prix d'efforts considérables que la garde nationale, la baïonnette au bout du fusil, parvint à empêcher cette scène de cannibalisme politique. L'exécution de Favras eut un profond retentissement dans les cercles royalistes et parmi la famille royale elle-même. Le lendemain, Madame Élisabeth, sœur du roi, profondément affectée par cet événement, écrivait à la marquise de Bombelle. « J'ai la tête et le cœur si pleins de la journée d'hier que je n'ai pas trop la possibilité de penser à autre chose. Le pauvre monsieur de Favras, dont tu as pu suivre l'affaire par les journaux, a été pendu hier. Je souhaite que son sang ne retombe point sur ses juges. Mais personne, à l'exception du peuple et de cette lie auquel on ne peut pas donner le nom d'homme, tant ce serait avilir l'humanité, ne comprend pourquoi il a été condamné. Il a eu l'imprudence de vouloir servir son roi. Voilà son crime. » Cette exécution marquait un tournant dans l'histoire de la Révolution. Pour la première fois, un noble était condamné et exécuté pour son soutien à la monarchie, ouvrant la voie à une radicalisation du processus révolutionnaire. Madame Élisabeth, dans sa lettre, exprimait l'espoir que ce sacrifice injuste puisse réveiller le sentiment royaliste. « J'espère que cette injuste exécution fera l'effet des persécutions et qu'il renaîtra des cendres de cet homme des âmes
qui aimeront encore leur patrie et qui la vengeront des traîtres qui la trompent. Le supplice de M. de Favras devint une obsession pour Madame Élisabeth, qui y revenait constamment dans sa correspondance. Dans une autre lettre à Madame de Bombelles, datée du 23 février, elle exprimait son indignation face à ce qu'elle percevait comme de l'indifférence de la part de son amie. « Mon Dieu, ma bombe, que ta lettre m'a mise en colère. J'avoue que j'avais bien tort. Mais n'importe, il faut que je te dise pourquoi. J'étais pénétrée de l'injustice de la mort de M. de Favras, de la superbe fin qu'il a faite, de l'amour qu'il a montré à son roi, ce qui est seule cause de sa mort. » Cette affaire eut également un impact profond sur la reine Marie-Antoinette. Son chagrin était d'autant plus vif qu'elle était obligée de le dissimuler, ne pouvant manifester ouvertement sa sympathie pour un homme condamné comme ennemi de la Révolution. Cette contrainte ajoutait encore à la douleur de la souveraine, déjà profondément affectée par les événements qui secouaient la monarchie. L'exécution de Favras marquait ainsi le début d'une nouvelle phase de la Révolution, où la violence politique allait prendre une place croissante. Elle annonçait les temps sombres à venir, où la justice révolutionnaire frapperait de plus en plus largement, jusqu'à atteindre le roi lui-même. La potence du marquis de Favras, dressé en place de Grève ce 19 février 1790, jetait déjà l'ombre sinistre de l'échafaud qui attendait Louis XVI, moins de 3 ans plus tard, sur la place de la Révolution. Cette exécution illustre l'érosion inexorable du pouvoir royal et la montée en puissance des forces révolutionnaires. Louis XVI, en n'usant pas de son droit de grâce, montra les limites de son pouvoir face à la pression populaire. Cet épisode marque le début d'une période où le roi se verra arracher une à une toutes ses prérogatives royales, même le droit de grâce, ce privilège ancestral des monarques. L'affaire Favras nous rappelle la complexité des processus historiques, où les destins individuels se trouvent broyés par les forces implacables du changement. Elle nous invite à réfléchir sur la nature du pouvoir, sur les mécanismes de la justice en temps de crise, et sur la difficulté pour les acteurs historiques de saisir pleinement la portée de leurs actions. Enfin, cette affaire souligne les contradictions et les dilemmes auxquels était confrontée la monarchie constitutionnelle naissante. Comment concilier les traditions de l'Ancien Régime avec les nouvelles aspirations révolutionnaires? Comment le roi pouvait-il à la fois rester le chef d'État et se soumettre à la volonté populaire? Ces questions, non résolues, allaient conduire à la chute de la monarchie et à l'établissement de la Première République française. Je vous remercie de votre attention, chers spectateurs. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cet épisode touchant de notre histoire nationale. À bientôt sur notre chaîne Rencontre avec l'Histoire.